Bonjour. 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 Alors, on est très heureux d'accueillir Serge. Beata va nous rejoindre, je pense, Serge. Si, elle est là. Voilà. Et donc, nous avons l'honneur avec Véronique de donner la parole cette fois-ci à Beata et à Serge, qui sont en ce moment et régulièrement à Kigali, au Rwanda, dont on vous a régulièrement parlé durant nos modules. Voilà, donc c'est un très très grand plaisir de les accueillir. Ils sont avec nous jusqu'à 16h30 et ensuite on partira en pause. Mais voilà, je vais laisser peut-être Serge, je vais laisser Beata arriver doucement. Oui. Une ou deux minutes. Oui, si vous devez faire un petit pipi, c'est le moment. Parce qu'on a Voilà. une pause un peu comme ça. Voilà. Pause pipi. Pause pipi. Et donc, je vois qu'Alexandre ne viendra pas. Il a un petit accident domestique. Ah, d'accord. Ah. Ok, Il sera enregistré. Donc, ok, d'accord. D'accord, ok. voilà. Alors, Alexandre qui est à la Réunion, Emmanuel qui est à Genève, c'est ça, hein? Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça, Genève. Après, on a la Belgique, la France, différents lieux de France. Et je crois que c'est tout pour l'instant, hein, Ouais. Véronique? Oui. Comment ça se passe L'exercice, là, ça s'est bien passé? Le deuxième tour? Très, très bien. Très bien. Très bien. Très, très bien. Très, très bien. Très, très bien. OK. Serge, on les a fait épaissir une qualité dans une pièce préférée de leur maison. On leur a demandé de choisir une pièce et de dire dans cette pièce-là, qu'est-ce qu'il y avait comme qualité ou comme talent qui s'activait. Non, ce n'est pas du tout ce qu'ils ont trouvé comme qualité ou comme talent. Ah, salut Beata. Bonjour, Oui, Beata. salut Véronique. Salut. En t'attendant, on leur a proposé d'aller faire un petit tour voilà, rapidement s'ils avaient des besoins. Et donc, ils nous rejoignent là, dans les 2-3 minutes. Voilà, comme ça te laissait arriver tranquillement. Ah oui, merci beaucoup Jean-Marc. Vous allez bien? Ça va? Beata, ça va? Oui, Ouais. oui, ça va. Oui, ça va. La connexion n'était pas très bonne, mais je pense que ça va aller. Ah, ici, enfin, nous concernant, là, c'est pas mal, hein. La visio est bien et puis l'audio est confort aussi. Donc, je ne sais pas pour toi si de ton côté, ça va. Oui. D'accord. Beata, je merci. suis contente que tu aies reçu le colis parce que je l'avais envoyé en express. Et puis, je voyais pas le tracking. Je me suis dit, pourvu qu'il arrive, quoi. Donc, ah oui. Merci, ça a fait vraiment du bien. Ah, super. Oui. Le chemin des filles du Baobab, Et rentrer à la maison. voilà, s'allonge. Et rentrer sur le bon continent. Ouais, c'est cool. Ah oui. Et la fois passée, avec ma cliente, ça a fait vraiment du bien. Et elle a été inspirée de parler de là où il se sent bien et les questions de pourquoi et de pourquoi tu voudrais y aller, pourquoi qu'est-ce que de quoi est-ce que tu serais soulagée et tout. Ça a donné beaucoup, beaucoup d'histoires. Et sa maman aussi y était invitée dans cette histoire et c'était vraiment magnifique. Oui, parce que c'est une fille qui fait des fugues, qui passe des nuits en dehors de la maison à 20 ans, qui se coupe les peaux comme ça et qui a des idées de se tuer. Mais quand même, avec cela, nous avons commencé à parler d'autres choses, de parler de choses qui font du bien à elle. Super. Oui. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a Beata et Serge, on a deux laborantins qui ne sont pas avec nous aujourd'hui pour une première qui a des... C'est ça? Oui. Véronique? Je n'ai pas entendu, Jean-Marc. Oui. Je disais Oui, c'est avec des qu'on a élèves deux indiens. laborantins qui sont
pas avec nous et que Sabine avait des étudiants en Inde, c'est ça, et donc ne pouvait pas nous rejoindre avec le décalage horaire, c'est ça? Et Alexandre qui est à la Réunion, là, qui était avec nous hier et ce matin, mais qui visiblement a un petit souci domestique cet après-midi. Voilà. Donc Mais au lieu ils auront la vidéo. d'être voilà, ils auront la Et- vidéo. Hein. Et puis, bien évidemment, Beata et Serge, on vous envoie la vidéo et vous l'aurez aussi déposée sur le site, bien évidemment, hein, pour que vous puissiez la voir aussi. D'accord. Voilà. Est-ce que Béatrice, Marine, Rachel, Francine, est-ce que vous êtes bientôt avec nous? Marine, je vois. Voilà. Oui, je suis là, moi. Super. I'm back. Merci, Francine. On a la chance d'avoir une maman et un bébé narratif dans cette promotion avec Marine. Oh, le bébé est déjà arrivé, on a. Oui, Ah, c'est bien, là. Ah, c'est bien. Voilà. oui, vous l'entendez? Oui, il est là. Oui. Elle est avec papa. Mhm. Ah, Et Rachel qui va Roman nous de 6 rejoindre. semaines. Oui. Voilà. Donc, je vais vous laisser, Beata et avec Véronique, on va vous laisser prendre la main, Beata et Serge. Hein. On est avec vous pendant 1 heure et demie. Donc, vous êtes libre d'organiser comme vous le souhaitez. Et puis, vous nous dites si eh bien, les uns et les autres vous posent des questions, s'il y a déjà un premier fil que vous voulez conduire et puis avoir un échange ensuite. Voilà, la scène est à vous. Ah oui, merci Jean-Marc. Oui, nous sommes consultés avec Serge et il a dit ladies first, que sont toujours les femmes qui doivent passer avant. Alors, j'ai pensé à vous partager pendant 30 minutes des séances que j'ai eues avec un de mes clients. Et puis, Serge aura aussi son temps. Et puis, nous espérons avoir quelques moments pour partager, pour échanger. C'est ça. Super. une petite intro pour commencer. Donc, moi, c'est Serge. L'autre nom, c'est plus compliqué, Nyirinwaya. Je suis rwandais, praticien narratif rwandais. Je travaille pour une organisation qui s'appelle SOS Village d'enfants au Rwanda avec Beata. Nous sommes d'ailleurs dans la même enceinte. Donc, elle est dans le bureau à côté. Moi, je suis mes collègues de travail. Maintenant, je m'occupe beaucoup plus de programmes, mais avant, j'étais responsable du renforcement de la famille vulnérable, et puis la santé mentale et l'appui psychosocial. Donc, j'ai fait avec Beata la maîtrise en thérapie narrative et travail communautaire en Australie, que nous avons fini l'année passée. Et voilà, donc on est content d'être là cet après-midi. Merci Serge. Et moi, c'est Beata Mkarusanga. Je travaille au centre de formation, chargée de formation et de développement de l'institution, de l'organisation, Learning and Development Coordinator. C'est mon titre. Et Serge, peut-être, a oublié d'ajouter qu'il a été mon chef pendant longtemps, pendant 5 ans. Oui. Collègue, oui. C'est lui qui était le manager du centre de formation. C'est ça. Et maintenant, il revient, travaille dans la même enceinte que moi. Donc, les bureaux sont proches. Vous voyez? Et je pense que c'est ça. Donc, pardon, je vais m'excuser, j'ai donné rendez-vous à un de mes clients, donc j'ai confondu les heures. Donc, si je pourrais ne pas être seul, mais je l'ai invité pour être comme témoin extérieur de ce que je vais dire. Comme ça. Donc, j'ai cette coutume d'inviter mes clients, soit virtuellement ou en séance tenante pour écouter ce que nous disons. Voilà. Oui. Beata, si tu veux partager, c'est possible. D'accord. Je voudrais partager. On le voit. Vous avez vu? Oui.
Donc, vous voyez mon écran? On le voit. Oui, ça y est, c'est parfait ça, Beata. Je pense que pour tout le monde. Est-ce que tout le monde Oui, c'est OK? Parfait. oui. Ok, merci. Oui, je voudrais vous parler dans le langage de métaphore, parce que mon client a beaucoup utilisé le langage métaphorique et ça m'a aidé beaucoup dans le travail que j'avais avec lui. Je l'ai surnommé Julien et il est âgé de 28 ans. Et quand je l'ai vu au premier contact, il était accompagné par son oncle paternel, et qui est plus âgé, bien sûr, qui est au-delà de 60 ans, mais qui est vraiment lucide, qui comprend bien qu'il faut le faire traiter. Mais moi, au premier contact, parce que je suis allée les prendre là où ils se sont égarés un peu loin de ma maison, là où je travaille, là où j'accueille les clients. J'ai eu le temps de le regarder et je l'ai regardé avec des yeux psychiatriques. Pourquoi? Parce que j'ai des antécédents de travailler dans un hôpital psychiatrique et d'observer les comportements comme par exemple la marche, le regard, le tact. Et j'ai eu l'impression qu'il était vraiment dans une dépression tellement profonde. Et ça m'a choqué un peu. Quel genre de personne je vais recevoir? Donc, je voudrais vous dire comment, quelquefois, je suis frappée de premières impressions et que je dois lutter tout au cours de la thérapie pour ne pas juger, pour m'efforcer de ne pas coller le diagnostic à des clients que je reçois. Pour moi, c'est important parce que j'ai eu 9 ans dans une psychiatrique en train de recevoir des personnes avec des symptômes tellement grandioses. Alors, ça me poursuit, mais c'est comme si je fais des efforts pour me dépasser. Et alors, quand ils sont venus au bureau, arrivés, son oncle a commencé à décrire la demande, pourquoi ils viennent. Il a dit qu'il a été hospitalisé maintes fois, deux fois dans la psychiatrie, après la perte de sa maman, et qu'il avait des tentatives de suicide et tout ça. Et alors, parce que son oncle parlait beaucoup, je ne voyais pas comment faire un entretien avec Julien. Alors, j'ai invité à l'oncle de lui laisser un peu d'espace et de tenter de voir s'il il peut ouvrir une conversation avec moi. Alors, parce que j'avais cette information qu'il a perdu sa maman, j'ai eu une idée de commencer avec le travail de remembrement, Remembering Conversations. Et avec Serge, nous avons développé ce que nous appelons la fleur de mémoire ou la fleur de remembrement. Donc, j'avais un flip chart, un grand papier. J'ai aussi des marqueurs comme ça, nous pouvons écrire ensemble avec mes clients. Alors, nous avons dessiné une fleur au centre, c'était le nom de la maman. Et puis, la première couche des pétales, Julien était invité d'écrire les valeurs transmises, donc qu'il a acquis de sa mère et les activités faites ensemble avec elle et ce qu'elle a retenu comme héritage. Et puis, dans la deuxième couche des pétales, il a écrit aussi sa contribution, la contribution de Juliette dans la vie de sa maman. Et cela a ouvert tellement un espace de conversation. Et j'étais vraiment étonnée parce que ce que je voyais tout au départ n'était pas vrai. Ils pouvaient collaborer, ils pouvaient entretenir une relation de conversation. Donc, ça a été comme un point de départ. Et puis, j'étais touchée parce que son langage vraiment qui était profond. Il décrivait ça, une maman
incité à faire des études. Donc, tous ces enfants, il les incitait vraiment à faire des études. Elle était très active et elle transmettait beaucoup de valeurs de travail, d'amour du travail, de sociabilité avec les voisins. Il disait que sa maman était comme une conseillère dans le quartier. Beaucoup de femmes venaient la consulter. Et puis, qu'elle se rappelle des soucis qu'elle avait envers les personnes âgées, surtout sa belle-mère. Donc, ces soucis ont rapproché Julien de sa grand-mère parce qu'il pouvait lui amener du lait et lui amener un repas délicieux préparé par sa maman. Alors, tout ça a donné pas mal d'informations, pas mal de points de départ pour des conversations plus profondes. Et je voyais qu'il y avait des lueurs de lumière. Et je parle de lumière parce que lui, il disait que il a appelé autrement ce dont il souffrait. Il disait, donc, j'ai ici retranscrit le premier entretien, ce que nous avons eu. Donc, c'est comme si, donc, je lui ai demandé, le visiteur qui s'est invité dans sa vie pour le murmure qu'il est nu, qu'il ne peut rien faire. Et il a dit, je ne sais pas, mais je vis dans une sorte de ténèbres. Et je lui ai demandé, comment peux-tu décrire ces ténèbres? Il a dit, ce sont des ténèbres épaisses. On dirait que je suis à 2 heures de la nuit. Et chez moi, c'est une nuit dense. Et j'ai dit, voilà, et dans cette nuit, tu ne peux rien faire, peut-être sauf dormir. Il a dit, oui, je passe trop de temps au lit, même sans sommeil. Mais je n'ai plus de motivation de travailler. Et avant, il avait un bureau de vente, je ne sais pas, une boutique où il vendait les pièces de rechange. Mais donc, avec le capital qu'il avait gagné dans un petit boulot qu'il avait trouvé dans le bureau de statistique, mais quelqu'un l'a volé, donc il a employé quelqu'un malhonnête qui a volé son capital. Et puis, sa situation s'est empirée, il a rechuté et il est allé même être hospitalisé et il était sous traitement, il était sous citalopram quand il venait me consulter. Alors, avec quand il a nommé son problème, j'ai vu que ce langage m'a aidé beaucoup à parler du problème parce je disais, quand est-ce qu'il sera peut-être 4 heures du matin? Est-ce que tu espères qu'il sera un jour 8 heures du matin comme ça? Et puis, nous avons passé par toutes les étapes de l'externalisation. J'ai utilisé cette montagne. C'est ce que j'ai retiré de la présentation d'une dame juive qui s'appelle comment, Serge? Cette montagne. C'est parti. Donc, il y a une femme juive qui nous a donné cette présentation avec cette colline qui est dans le désert en Israël. Masada. Pardon? Masada. C'est Saviona, je crois. C'est Saviona, oui. Ouais. Ah oui, merci. Alors, j'ai utilisé ce slide de Saviona parce que pour moi, c'est vraiment très expressif comment on peut monter jusqu'à justifier la position. Donc, des ténèbres épaisses, nous avons exploré des effets de ces ténèbres sur lui et sur le monde environnant. Et il avait beaucoup d'histoires de comment tout le monde a pitié de lui, mais pour lui, avec cette pitié, ça ne l'aide pas. Donc, on dirait que ça l'enfonce. Puisque quand tout le monde a pitié de quelqu'un, c'est comme si je suis foutu, et je dépends des autres. Je ne suis plus un homme. Donc, un homme au Rwanda, donc Umugabo, un homme, ça dit beaucoup.
nom, c'est Imga, le chien. Donc, je sais qu'à l'Europe, le chien, c'est vraiment un animal très aimé, donc peut-être aussi dans certaines familles au Rwanda. Mais dans le langage Kinyarwanda, dire que tu es Imga, c'est vraiment une grande insulte. C'est ça. Et alors, il disait, je suis devenue Imga parce que tout le monde a pitié de moi. Et tout le monde se demande ce que je vais devenir après ma licence, parce qu'il avait étudié jusqu'à l'université. Il avait pu accrocher son diplôme, et même après la perte de sa maman, parce qu'il a perdu sa maman quand il était en troisième, donc la quatrième année. Il l'a fait après l'hospitalisation, vous voyez, donc il s'est vraiment combattu pour voir son diplôme. Et puis il disait, alors qu'est-ce que je deviens, même après ce diplôme? Et alors tous ces questionnements, et puis ça l'enfonçait beaucoup dans les idées de dire que la vie ne veut rien dire, il vaut mieux se tuer. Mais j'ai demandé quand même, pourquoi quand même tu as survécu jusqu'ici? Et est-ce que tu penses qu'il y a des forces qui te retiennent de ne pas te tuer? Il a dit oui. Et se tuer, donc je désire que quelque chose autre me tue, pas moi-même. Parce que si je me tue moi-même, je donne un fardeau très grand à ma famille après ma mort, parce que c'est contre les valeurs morales du Rwandais. Donc, ces valeurs, quand même, on le retenait. Et puis, nous avons commencé à parler aussi en partant des valeurs de sa maman, en partant des valeurs dans sa famille. Nous pouvons, donc, par exemple, l'amour du travail, la sociabilité avec les autres. Et nous avons pu réécrire petit à petit et donc une autre histoire préférée comme ça. C'est intéressant parce qu'en partant de ce qu'il avait fait dans le passé, parce que vous voyez sur la ligne basse, c'est vous allez me pardonner, je ne sais pas en français comment appeler landscape of action. Le paysage de l'action. Le paysage de l'action, c'est ça. Merci beaucoup. En anglais, hein. Ah oui, c'est ça. Donc, le paysage de l'action, il y avait eu pas mal de projets. Il avait fait ses études, il avait vendu des pièces de rechange, il avait... c'est ça. Donc, avec tout cela, nous pouvions parler aussi de ce qu'il aime faire, de ce qu'il voudrait devenir, et de pourquoi il devait faire ses choix, et pourquoi. Donc, petit à petit, de l'histoire des petites initiatives à la maison et le travail aux statistiques, puis la vente des pièces de rechange. Et au présent, il avait des idées de rechercher quand même un autre projet, et donc de rechercher notre capital à partir des amis, parce qu'il a beaucoup d'amis quand même, et qu'il avait le projet de vendre, donc de l'élevage de chèvres et puis le vendre dans les cabarets. Malheureusement, c'était en plein coronavirus, pandémie, donc c'était pas facile de penser au projet de vente au cabaret parce que tous les cabarets étaient fermés. Mais il espérait quand même qu'un jour, il y aura un contexte plus aisé et sans la pandémie. Et puis, dans le futur proche, il commençait à penser de visiter d'autres éleveurs de vaches. Et puis, petit à petit, avec toutes ces actions aussi, bien sûr que je demandais des questions à propos de ce que ça signifiait, donc de ses intentions, de pourquoi il souhaite ceci ou cela, et de ce que ça signifie dans sa vie, tout cela. Et puis, après, j'ai eu vraiment comme un cadeau. Il a dit, j'ai foi en mes capacités. Donc, je peux prendre une autre initiative, je peux relancer un autre projet. Pour moi, vraiment, c'était un grand cadeau parce que après avoir décrit sa vie comme des ténèbres tellement épaisses,
rêver d'un autre projet, pour moi, c'était vraiment quelque chose de très bon. Alors, et puis, j'ai considéré aussi quand même qu'il prenait les médicaments. Et je lui ai demandé, parce qu'il disait de temps en temps qu'il se lève très difficilement, qu'il a des maux de tête et qu'il pense que peut-être c'est le citalopram qu'il prenait. Alors, j'ai consulté son psychiatre, nous avons parlé au téléphone et il a réduit la dose vraiment au minimum. Et puis, nous avons continué, mais donc avec moins d'effets secondaires. Comme ça, j'étais sûre que c'est le travail thérapeutique, pas seulement le médicament. Donc, comme ça, il n'y avait pas d'interférence. Je ne sais pas s'il vous arrive de travailler avec des personnes qui prennent les médicaments et quelquefois, vous traitez, donc vous entretenez sur des problèmes, mais en quelque sorte, ce sont des effets secondaires des traitements que les personnes prennent. Est-ce que ça vous arrive peut-être? Moi, j'ai pensé que certains médicaments sont très sédatifs, qui diminuent l'énergie, et comme ça, le cours de la pensée, le contenu de la pensée n'est pas assez facile et accessible pour certains clients. Alors, c'est pourquoi j'ai consulté son médecin. Alors, donc, après avoir parlé de ce projet, la séance qui a suivi, il est venu vraiment aux étoiles. Il a dit, mais tu sais que maintenant, je peux avoir l'espoir qu'un jour, il y aura la lumière dans ma vie. Et puis, j'ai dit, mais si nous essayons de décrire cette heure préférée, donc quand il sera 7 heures du matin au moins, quels sont les critères, quel est l'objectif que nous visons pour atteindre, si nous allons dans un chemin, où est la destination pour dire, ah, maintenant la destination c'est 7 heures du matin. Alors nous avons utilisé un grand papier de flipchart et puis nous avons dessiné et maintenant nous sommes à 4 heures du matin et puis il y a ceux qui font que la nuit avance et puis le jour arrive. Peut-être si je fais plus de sport, peut-être si j'accueille les appels de mes amis parce qu'ils ne prenaient pas son téléphone, peut-être si je prends le temps de lire les livres et de ne pas trop m'ennuyer au lit. Et donc, des petites activités. Si je peux faire la lessive de mes habits et ne pas attendre l'aide des autres, des choses vraiment très, très simples. Et petit à petit, puis ce que nous visions, c'était qu'il sera 7 heures quand il peut visiter ses amis et accueillir les visites, quand il peut faire un sport collectif, comme avant, parce qu'il faisait le jogging avec les autres, et s'il peut assister à un match de football dans une masse, au cabaret ou dans un stade, et s'il peut participer dans un événement social comme des cérémonies de mariage, parce qu'il y a plein ici, chaque week-end, souvent on est invité dans un mariage. Alors, et quand il aura un travail. Donc, il s'était fixé vraiment ses objectifs. Alors, dans ce cas-là, je dirais que c'est 7 heures du matin. Alors, je suis partie de ce cadeau qu'il m'avait donné. J'ai foi en mes capacités. Alors, j'aime bien utiliser le dessin d'arbre, même à l'individuel, et parce que je voulais souligner, je voulais vraiment faire la riche description de ses capacités, d'abord de les explorer, mais aussi de faire la riche description en cherchant les personnes desquelles il hérite ses capacités, en recherchant dans le contexte plus ouvert, plus grand, où est-ce qu'il trouve les forces pour continuer à vivre et tout ça. Alors il a dessiné l'arbre et c'était vraiment bien de voir que sur le tronc, il pouvait marquer pas mal de capacités. Oui, il a la capacité d'entretenir l'amitié. Avant la maladie,
par exemple, il disait, j'ai des amis qui peuvent même me prêter un tapis pour un nouveau projet. Je n'ai pas de banque. Ça, vraiment, je pense que c'est une grande capacité. Et puis, toujours, il venait encore avec petit à petit des yeux plus clairs, avec une grande ouverture. Un jour, il pouvait dire, j'ai visité un ami, tu sais, j'étais étonnée que je pouvais quand même aller chez quelqu'un et passer 30 minutes. Et puis, un autre jour, il pouvait dire, tu sais que maintenant, quelqu'un est venu me visiter et j'ai eu des mots à lui parler. Avant, j'écoutais, mais je n'avais pas un seul mot pour répliquer au dialogue. Donc, quelquefois, quand on peut parler, on ne dit pas c'est pas. Donc, ça me donne aussi. J'étais un peu. Ça me donne un sens d'humilité. Donc, quand je peux parler, quand je peux interagir avec des personnes, je dis que ça se fait de soi, mais vraiment, c'est une grande capacité. Parce que lui, il disait, mais même maintenant, dans cette séance, ça m'étonne de pouvoir m'entretenir avec toi pendant au moins 30 minutes. Parce que pour lui, il disait, pour moi, c'est quelque chose de très nouveau auquel je rêvais. Parce que j'ai des idées, mais c'est en faire un langage et parler, c'est tellement difficile. Donc, toutes ces petites choses, donc ça, Julien m'a donné la capacité d'apprécier les petites choses de la vie. Et puis, donc, il pouvait dire, j'ai fait une petite promenade, tout ça. Alors, quand est-ce qu'il est devenu 8h du matin dans la vie de Julien? Et plus tard, Julien a pu contribuer dans une thérapie avec un autre client que je suivais, qui avait fait un accident donc sa sœur avait fait un accident de route quand ils étaient ensemble dans une promenade. Ils avaient fait un outing, ils étaient allés visiter les volcans au nord du pays et au cours de route, un camion a écrasé la moto sur laquelle sa sœur était. Alors, c'était un grand choc, un choc duquel c'est vraiment très difficile de se défaire de ces flashbacks, de ces reviviscences. Et puis, un jour, parce qu'il disait, moi aussi, je suis vraiment dans une sorte de ténèbres. Quand il a parlé de ténèbres, j'ai pensé directement au Julien. Et Julien est venu dans la consultation pour contribuer, pour lui, donc pour l'écouter et pour lui dire comment lui, il a vécu sa propre nuit de ténèbres et comment maintenant il était en train de s'en faire petit à petit. Et j'étais très surpris qu'après cette séance, il m'a appelé, il m'a dit, tu sais quoi, après l'entretien que j'ai eu avec ton client, maintenant je te dis qu'il est 8h du matin. Parce que j'ai même décroché un travail, donc le bureau de statistique l'a rappelé encore, il a un boulot, et puis il peut. Donc, si on revient sur le chemin qui c'était. Donc, il avait dit. Oui, donc, toutes ces descriptions-là dit, non seulement je peux accueillir les visiteurs et faire des visites, mais je peux même organiser un anniversaire pour un ami. Donc, c'est tellement grandiose. Il a dit, ce n'est même pas 7h, c'est 8h. Et puis, oui, et puis, pardon. Et même si j'ai apprécié comment il est aussi flexible, parce qu'auparavant, il disait, je ne veux pas travailler pour les autres, j'aurai mon propre projet. Mais avec le Covid, il faut être vraiment flexible parce qu'il ne pouvait pas avoir l'élevage des chèvres, les ventes. Il a ouvert, donc il s'est ouvert aux autres, puis maintenant il travaille aux statistiques. C'est ce que j'ai appris de Julien. Peut-être que j'ai oublié de vous dire que
euh, quand je lui ai demandé qu'est-ce qui t'a aidé et dans le voyage que nous avons fait ensemble, dans la trajectoire que nous avons fait ensemble, qu'est-ce qui t'a vraiment aidé davantage? Il m'a dit deux choses. Donc, ça m'a enseigné beaucoup. Il m'a dit que la première chose, je n'ai pas écrit que peut-être, ou bien je ne sais pas où je l'ai inséré. Donc, un jour, il a eu un appel avec une de mes clientes qui avait aussi, qui avait souffert de quelque chose qu'il a appelé la nuée noire et piquante. Le nuage ou la nuée noire et piquante. Et nous avons eu ensemble avec Serge la première rencontre avec cette cliente. Puis, plus tard, j'ai continué avec elle seule à cause des circonstances. Mais cette description m'a vraiment rapproché de cette description de nuit. Et donc, dans les premières séances, peut-être dans la quatrième, j'ai pensé à les connecter au téléphone. Parce que toutes les fois, je demande à mes clients de voir s'ils peuvent intervenir dans les autres séances avec mes autres clients. Et puis, elle avait accepté. Et quand il a appelé, plus tard, il a dit, vraiment, cette cliente m'a aidé beaucoup à voir l'espoir ferme que c'est possible. Parce que si elle a vécu dans cette situation où elle voulait aussi se suicider, où elle avait une grande céphalée, donc quand il souffre tellement, et maintenant qu'il est bien, maintenant ça me dit que moi aussi je sortirai de ces ténèbres. Alors, je pense que l'espoir, l'espérance, vraiment, c'est une force tellement grandiose pour atteindre un certain objectif. Alors, vous voyez la contribution de ma cliente dans la vie de Julien et la contribution de Julien dans la vie de l'autre client. Donc, je pense que la contribution, c'est quelque chose de très important. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Merci, très intéressant. Merci. C'est une superbe, jolie idée, Beata, d'avoir matérialisé ce 2 heures du matin. Oui. Merci. Très, très joli parce qu'on voit très, très bien, tu vois, cette progression. Et puis surtout, moi, j'étais parti avec toi dans cet accompagnement que tu as certainement fait où on voit les heures qui s'égrènent, mais même quand elles s'égrènent, on entend que petit à petit, il y a le 6 heures qui arrive, il y a le 6h30, le 6h45. Et puis, c'est génial parce que c'est pas 7 heures, c'est 8 heures, quoi. Oui. Ah, c'est super beau. Merci pour ça. C'est très, très beau, je trouve. C'est une très belle poésie aussi et que Julien ait pu faire ça et après qu'il ait l'intelligence, tu vois, de dire, bon, ben, on va s'adapter, quoi. Mon rêve, il est toujours là et on va s'adapter avec la crise qui l'oblige. Il a beaucoup de courage aussi, je trouve. Oui. Merci pour le feedback. C'est une sacrée coïncidence parce que 8 heures, c'est le début du travail ici et comme il a été réembauché. Et donc oui. Je note ça, Serge. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est cet oncle qui est le problème au début, qu'il faut externaliser l'oncle pour pouvoir commencer à travailler parce que c'est lui qui prend la place. Et puis cette maman, ça m'a touchée, qui transmettait ses valeurs sans bruit. C'est presque déjà la nuit, et en silence. Voilà, on est déjà dans cette idée de quelque chose. Très, très touchant. Et puis Masada, cette citadelle qui a une maxime en Israël, c'est Masada shall never fall again. Ça, c'est quand on va à Masada, c'est écrit en grand sur les... Voilà, donc c'est une espèce de résistance malgré l'adversité. Très, très, très joli. Oui. Merci, Véronique. Et en plus, vous avez un merveilleux résumé voilà, des outils narratifs et on est en plein dedans. Ils ont fait l'externalisation, on sort du témoin extérieur. Alors moi, j'ai une petite question pour toi. Quand tu demandes à tes clients de contribuer, est-ce que tu le fais avec le modèle témoin extérieur et les questions ou est-ce que c'est plutôt libre?
je dis que ça dépend des clients. Donc, il y a des... J'ai vu que quand je donne ce schéma, porter à raconter, mais quand même, je leur dis, il ne faut, donc la règle, il ne faut pas impressionner. Il ne faut pas impressionner et qu'il ne faut pas faire des histoires d'héros, donc comme ça, on doit être héroïque, et donc des choses simples qui sont donc quelque chose de témoignage de quelque chose qui t'a fait un bon, donc un bon dire. Donc, si tu as un quelque bon, alors comment le partager sans faire de grandes impressions? Sinon, le schéma, je le propose, mais la plupart ne le suivent pas. Oui, c'est ça. C'est ce qui m'avait semblé entendre. Je voulais vérifier avec toi. C'est ça. Ça marche quand même. Oui. C'est important. Super. Merci beaucoup. Avant d'entendre Serge, est-ce que vous avez quelques mots à donner à Beata ou un ressenti particulier? Moi, je veux bien. Merci beaucoup, Beata, parce que tu nous as donné à voir aussi tout un accompagnement narratif sur plusieurs séances. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et comme le disait Véronique, tu vois, de réentendre les outils et de voir comment ça se construit. Ça se tisse aussi du début de l'accompagnement jusqu'à la fin. Donc, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Et puis, j'adore l'idée d'inviter des clients à aider d'autres clients et de créer une espèce de chaîne comme ça de contribution. C'est quelque chose qu'on a évoqué hier aussi et j'adore cette idée-là, quoi. Donc, merci parce que du coup, ça ouvre, voilà. Oui, ça concrétise, oui. Merci. Ouais, merci beaucoup. Merci, Charlotte. Moi aussi, Beata, je voulais te remercier. Alors déjà, j'ai trouvé super l'idée de la fleur de mémoire, là. J'ai trouvé que c'était un super outil. Je me dis qu'effectivement, pour quelqu'un qui est en deuil, c'est super chouette comme outil. Et après, j'ai particulièrement apprécié le lien que tu fais effectivement avec une autre culture, tu vois, avec effectivement d'autres codes. Hein, et on voit bien comment la narrative, elle se met dans quelle que soit la culture des gens et leurs habitudes de fonctionnement. Voilà, donc ça, c'était une vraie, voilà, un vrai plus. Hein, merci beaucoup. Je vous en prie, Rachel, merci. Moi aussi, j'aimerais vraiment merci pour ce témoignage et en fait de nous faire aussi partager ton propre voyage avec ce qui t'a surpris, ce que tu essayes de ne pas faire, notamment par rapport au côté psychiatrique et puis la gestion de toi-même en fait dans ce parcours que tu nous racontes très bien. Merci Sylvie. Merci beaucoup Beata pour ce partage. Et moi, j'ai ressenti que tu avais vécu ce voyage en fait avec Julien, qui avait cette aventure où finalement toi aussi tu as construit au fur et à mesure avec lui. Et je trouve ça précieux à entendre pour nous, jeunes découvreurs des narratives. C'est très chouette de voir tout ce fil et tout le voyage dans lequel tu t'embarques aussi toi en accompagnant. C'est précieux, merci. Oui, merci aussi. Voilà, nous aurons le temps aussi après Serge. Je pense que Serge, nous pouvons pas. Serge, nous sommes... La scène est à toi, Serge. Merci beaucoup, Beata. Est-ce que tu voudrais bien être mon timekeeper parce que j'ai mon ami Talkative qui est à côté de moi. Alors, si je commence à parler, je risque de... Oui, promis. D'accord. J'ai un ami secret qui est, je l'appelle en anglais talkativeness. Donc, normalement, je ne parle pas trop, mais quand je commence à parler, ça coule. Je ne sais pas d'où ça vient, mais bon. Voilà. Alors, je vais vous partager, je vais vous ennuyer avec ce que j'ai intitulé La mouche de Serge. La mouche de Serge. Alors, c'est quoi là? En fait, c'est votre contribution à ma réflexion. Quand j'ai reçu nous avons reçu l'invitation de Jean-Marc et Véronique, ça
ça a contribué à réfléchir, à faire une réflexion sur ma pratique. Donc, c'est ça, avec ça que je vais vous ennuyer pendant les quelques minutes qui suivent. Et je me suis mise dans cette position d'une mouche qui est dans la salle, qui m'observe, qui me voit pratiquer, qui me voit accueillir mes clients et parler avec. Et donc, je vais essayer de me transposer. Donc, ça m'a transporté un peu à être cette mouche qui me voit travailler, donc, et qui voit quels sont les principes qui sont chers à son monsieur Serge, et qu'est-ce qu'il essaie de suivre comme cartographie ou comme idée qui oriente son travail. Alors, l'une des idées, quand j'ai réfléchi, mais qu'est-ce que je veux leur partager, ici, ils me demandaient aussi, donc si vous étiez comme ces mouches-là qui me voyaient travailler, qu'est-ce que vous diriez, ou qu'est-ce que vous diriez comme idée principale, idée maîtresse de mon travail? Alors, du coup, c'est venu dans mon esprit cette chanson que j'aime beaucoup, qui dit « Tout homme est une histoire sacrée ». Et j'ai vraiment vu que dans ma pratique, quand je reçois des clients, quand je rencontre, des fois je reçois des enfants en groupe, ou des jeunes, et puis des clients individuels. Et j'ai cette idée-là que la personne que j'ai devant moi, c'est toute une histoire sacrée, toute une histoire, et comment est-ce que je vais l'écouter, je vais être témoin de cette histoire, qu'est-ce que la personne veut me faire découvrir, veut m'apprendre. Et par exemple, récemment, je recevais un jeune d'une trentaine d'années, je vais l'appeler Prince, et il arrive, c'est une tante c'est une de ses tantes qui me connaissait, qui a dit « Va parler à Serge, va parler à Serge seulement ». Donc quand il est venu, il a dit « Voilà, on m'a dit de venir parler à toi, mais je ne sais pas où commencer ». Alors, donc, du coup, l'idée m'est venue en tête que le jeune homme était toute une histoire, ça est toute une histoire. Alors, je lui ai dit, raconte-moi une histoire, n'importe laquelle sur toi. Ah, il a dit, ah, ok, d'accord. Voilà, alors c'est ça ce qui a été le point d'entrée. Alors, il a commencé à me raconter une histoire de comment il est parti à l'étranger faire des études de maîtrise, et comment il est revenu, il est rentré après 5 ans sans terminer. Et donc ça, c'était voilà, c'était tout son problème et tout le combat qu'il était en train de vivre quand il est venu. Parce que avant d'entamer ses études, c'était une personne qui vraiment se définissait comme achiever, qui voulait vraiment atteindre des objectifs, qui, de par son expérience personnelle, qui avait vraiment s'était battu pour terminer avec brio ses humanités, puis sa licence. Mais quand il est parti à l'étranger, donc ça n'a pas abouti. Alors, du coup, il a pensé que ça l'a bouleversé, et il a commencé à déprimer. Et voilà, donc, alors on a commencé par là, on a externalisé ça, mais ce que je veux raconter là, c'est cette idée que tout client ou tout patient, ou je sais pas, toute personne est une histoire sacrée. Et comment j'entre dans son histoire, comment j'aide la personne à m'inviter, parce que des fois, c'est pas évident, surtout si la personne m'est référée par une autre personne, que
pas nécessairement son initiative, même si après l'invitation, la suggestion de la tante, après il a pris l'initiative de venir chez moi. Voilà. Alors, voilà, je dirais que cette idée m'aide surtout dans les premiers moments. Nous transporte à d'autres moments très significatifs dans les conversations qui suivent. Alors, l'autre idée qui est liée aussi à ça est une idée que je retrouve aussi dans la pratique narrative, mais qui vient d'un texte. Je ne connais plus l'histoire de l'auteur de ce texte. Le maître était un savant. Alors, c'était un texte qu'on apprenait à l'école secondaire en première année, je pense, si je me souviens bien. Alors, vous savez qu'en pratique narrative, nous disons que les personnes que nous rencontrons, que nous recevons, sont des experts de leur vie. Alors, du coup, j'ai attaché cette idée, lié cette idée à ceux qui sont maîtres, ils sont experts de leur vie, mais souvent des savants ou des experts qui s'ignorent. Parce que quand ils viennent, quand les personnes viennent vers nous, vers moi, c'est souvent pour me demander qu'est-ce que je dois faire, est-ce que tu peux m'aider, tu peux me donner des conseils. Mais dans ma posture de praticien narratif, quand je me mets plutôt à lire le code, j'apprends beaucoup de choses et ils apprennent beaucoup de choses sur elles-mêmes. Je recevais après le confinement, parce qu'on a eu le confinement depuis le mois de mars jusqu'au mois de juin, qui a perdu jusqu'à septembre, un jeune de 17 ans qui est venu me voir parce que pendant tout le confinement, il était isolé dans sa chambre. Donc, il vivait uniquement dans sa chambre, il ne sortait que pour manger. Et souvent, à table, quand il rencontrait les parents, il ne disait pas beaucoup de mots. Alors, je me souviens quand il est venu, il a dit, je ne sais même pas pourquoi je suis ici, parce que je ne parle pas trop. Je dis, tiens, mais tu m'en parles là. Alors, il a souri, et voilà, on a commencé comme ça, avec le sourire. Alors, je lui ai demandé, est-ce que ça t'arrive de sourire, de rire souvent, comme tu le fais maintenant? Alors, il a dit, oui. Et dans quelles circonstances, j'ai demandé. Quand je regarde des films, alors j'ai commencé par là. Quel film que tu aimes regarder, visionner? Qu'est-ce que tu apprécies quels sont les personnages et les acteurs que tu apprécies? Qu'est-ce que tu apprécies dans les personnages? Et alors, on a eu toute une séance d'une heure et demie. Lui qui n'était venu que pensant que c'était comme 15 minutes, c'est ça qu'il m'a dit après la première séance. Il a dit que je suis étonné que je peux aussi autant raconter. Alors, j'ai dit, je suis revenu à cette idée que il était un grand raconteur en principe. Et quand je rencontrais ses parents plus tard, ils ont dit, mais est-ce que tu parviens à lui soutirer quelque chose? Est-ce que tu parviens à lui faire parler? Je dis, au contraire, c'est lui qui me fait parler, parce que lui, vraiment, quand il vient, et même dans les séances que nous avons eu après, quand il arrivait, il avait chaque fois quelque chose à raconter. Alors, il s'est retrouvé avec ce talent de conteur qu'il a pensé même qu'il pourrait devenir animateur télé. Et figurez-vous de quelle émission comme ce qu'on voit sur National Geographic. Je ne sais pas si vous avez cette chaîne en Belgique. Parce qu'il aime les animaux, il aime faire promener les chiens. Donc, tout ça, et ses parents et tout son entourage n'en savaient rien. Et donc, il y a ces personnes qui, dans cette idée que il y a ces personnes qui viennent vers moi sont des savants, des experts qui s'ignorent et que mon rôle, c'est de découvrir ensemble, de mettre des mots sur ce qu'ils savent et de
to make visible, I don't know, le terme me manque en français un peu, to make visible, how would you translate that, Véronique? Rendre visible. Rendre visible, voilà. Rendre visible, oui, voilà, cette expertise. En anglais, tu peux les dire en anglais, hein, je pense qu'ils comprendront très bien. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, alors, en réfléchissant donc, sur ma pratique, cette idée est vraiment une idée essentielle que la personne qui vient vers moi, qu'est-ce qu'elle va ou il veut m'apprendre sur elle-même, sur son monde, mais aussi sur moi-même. Parce que et c'est aussi pour répondre à cette idée dans la pratique santé mentale qu'on appelle le transfert contre le transfert, etc. J'ai remarqué que, comme disait Beata aussi, que les personnes que je rencontre souvent me laissent vraiment avec toute une éducation, toute une nouvelle éducation, toute une nouvelle instruction sur leur monde et mon monde aussi, mais aussi sur moi-même. Le jeune là que je vois pour le moment, donc, on a beaucoup parlé sur son parcours dans ce pays, pendant son parcours scolaire en Turquie. Alors, on a trouvé qu'il avait été victime des politiques de l'académique. Il y a toute une série de règles, toute une série de mesures, mais qui ne prennent pas en compte la réalité ou la situation, le contexte particulier de chaque individu, de chaque élève, de chaque étudiant. Alors, comme Beata et moi, nous avons des cours que nous donnons aussi à l'université, et nous sommes des tuteurs, comme vous, comme Jean-Marc, Véronique ou d'autres personnes parmi vous. Nous avons ce que nous pourrions appeler notre laboratoire ici, avec un cours de 6 mois. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que je ne vois pas ou qu'est-ce que je perds de vue quand j'accompagne les étudiants ou les élèves dans mon tutorat. Donc, du coup, l'histoire de la personne, de ce jeune homme m'a beaucoup appris de comment changer, de comment réadapter ma posture comme tuteur. Je me garde de dire enseignant ou lecturer, parce que je trouve ça trop fort, mais voilà. Alors, l'autre idée, et donc, en travers cette idée, toutes les questions que je pose, c'est un peu comme mon maître à l'école. C'est comme l'étudiant qui pose des questions à son enseignant, à son professeur. Donc, le questionnement, vous savez que dans la pratique narrative, c'est des questions que nous posons. Et donc, pour moi, j'ai cette idée en tête que c'est pour apprendre de cette personne, c'est pour, et ensemble, nous pouvons co-construire ce cheminement, ces histoires qui peuvent constituer des histoires alternatives. Donc, du coup, ça m'amène à l'autre idée qui est l'alternativité par opposition à la singularité. Avant, j'aimais beaucoup utiliser cela avec la carte de redevenir auteur, mais récemment, j'ai trouvé une application très riche dans l'externalisation aussi, que l'histoire, le problème est aussi, connaît aussi des facettes multiples. Et pouvoir déceler ces facettes contribue aussi à pouvoir plus tard aboutir à la multiplicité des histoires alternatives. Donc, le jeune homme, le prince, quand il est venu, il a nommé son problème comme aimant, quelque chose qui l'attire vraiment vers des fossés. Alors, je dis, mais aimant, est-ce qu'il a des cousins?
il a dit cousin. D'abord, parce que si on essaie de personnifier, il a dessiné comme genre une figure avec beaucoup de cheveux, etc., qui tire ici et là. Je dis, mais est-ce que je pense qu'il y a des cousins. Bon, du coup, il a demandé, mais attends, il faut que je réfléchisse. Si je pense que quand ma relation avec mon superviseur à l'école n'a pas fonctionné, il y avait aussi à côté la politique dans nos pays. Donc, en Turquie, c'était à l'époque où il y avait des tentatives de putsch, etc. Donc, il avait aussi contribué à aggraver le problème. Et avant, quand il racontait son problème, il n'avait pas vu cette facette qui l'amenait seulement comment dirais-je, à juger seulement son superviseur, mais il a aussi compris qu'autour de son superviseur, il y avait aussi un contexte socio-politique qui a peut-être contribué à rendre la relation difficile. Et après, donc, il a dû, on a coupé sa bourse, il a dû aller dans une autre ville pour trouver de l'emploi. Et pendant qu'il avait l'emploi, il a perdu son emploi parce qu'il y avait aussi des réfugiés qui venaient de Syrie. Et donc, il a nommé ça comme petit frère au problème. Donc, le problème avait aussi. Donc, cette multiplicité de facettes a permis à réfléchir, donc avoir le problème d'une autre façon dans ce processus d'externalisation. Cette idée d'alternativité, pour moi, ce n'est pas seulement pour ce que nous appelons l'histoire alternative, c'est aussi, ça m'invite à explorer la multiplicité des histoires, des problèmes aussi, des facettes, et bien sûr aussi la multiplicité des pistes et des possibilités de solutions. L'autre idée qui vraiment me tient aussi à cœur, c'est l'idée d'équipe et de solidarité. J'ai pris l'habitude au début de poser des questions qui permettent d'explorer dès le début ce que nous appelons sur l'arbre de vie, les personnes importantes de la vie de la personne que je reçois. Et ça nous permet de mobiliser l'équipe de solidarité, le Solidarity Team, qui, avec quoi, après, dans les conversations qui suivent, la personne peut choisir quel rôle il pourrait, telle ou telle personne pourrait jouer dans notre cheminement, dans nos conversations. Par exemple, avec Presse encore, donc, dès la première séance, on a fait l'équipe de vie, le Team of Life, parce qu'il m'avait posé la question de savoir, est-ce que nous avons, qu'est-ce que tu m'as posé beaucoup de questions. Alors j'ai dit, ah bon? C'est peut-être que je n'avais pas cette impression que j'étais comme, donc il avait cette impression qu'il était comme vraiment en salle d'interrogatoire. Je ne sais pas si vous avez cette idée que des fois, nos clients peuvent penser que nous sommes comme des policiers parce que nous avons l'habitude de se poser ces questions. Alors je dis, ah bon? Mais je me suis rappelé que dans l'une des réponses qu'il avait données à l'une de mes questions, il avait parlé de comment il aime le football. Donc, parce que j'avais posé la question de savoir quand Monsieur Eman n'est pas là, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, quand je regarde le match de foot à la télé, Monsieur Eman semble absent. Donc, parce que c'est des moments d'exception, des unique outcomes, des moments d'exception où le problème semble ne pas être présent. Alors, on a exploré ensemble l'équipe de vie et
et plus tard, il m'a dit à la séance suivante qu'il avait retrouvé un ami avec qui il n'avait plus de relations proches et qu'ils avaient parlé de comment il avait obtenu sa bourse et l'atmosphère de ce moment-là. Donc, ce moment vraiment a été un moment vital pour pouvoir historiciser ce moment avec cet ami-là. Nous a permis de progresser beaucoup dans les conversations qui ont suivi. Et il m'a demandé, est-ce qu'on peut rajouter sur l'équipe? Parce que l'équipe, sur le schéma qu'il avait fait, la personne n'était pas là. Mais, disons, avec l'exercice, ça a ouvert les horizons parce que vous connaissez, si vous travaillez avec l'équipe de vie, vous savez qu'à part les joueurs, on a aussi l'opportunité d'explorer les benchers ou les spectateurs et autres qui participent à la vie de l'équipe. Voilà. Alors, l'autre idée qui souvent s'invite dans ma pratique, c'est l'utilisation du jeu et je ne sais pas comment dire, et l'idée, c'est, je l'ai vraiment appris des enfants qui ont dit que il y a aussi un grand ouvrage là-dessus, qui disent que pour contourner la risque des problèmes, parce que les problèmes sont risés après les enfants, ils ont dit que le jeu leur permet de contourner la risque des problèmes. Voilà. Alors, chaque fois que c'est possible, je permets au jeu de s'inviter dans les conversations, surtout en groupe. Et des fois, ça permet une expérience très riche qui permet de recréer dans le présent des histoires qu'on peut étendre sur le passé et sur le futur. J'ai beaucoup élaboré sur cette idée dans une de nos précédentes rencontres, ce qui était là quand on a rencontré les personnes de la fabrique narrative. J'ai beaucoup élaboré sur cette idée. Mais donc, ça me permet aussi de ne pas me prendre non plus au sérieux, mais aussi de ne pas prendre au sérieux les problèmes. Et ça ouvre beaucoup d'horizons dans les conversations avec surtout les enfants et les jeunes. Voilà, je pense que je ne vais pas continuer à vous ennuyer trop avec ça. Voilà, mais si cette réflexion, de par votre invitation, m'a permis vraiment d'être comme cette mouche-là qui voit dans la pratique et qui, si la mouche nous demandait, si on demandait à la mouche quelles sont les idées qui accompagnent Serge dans son travail, dans sa pratique, je pense que la mouche répondrait par rapport à ces 3 ou 4 idées que j'ai partagées pour le moment. Le reste, c'est pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci Serge. C'est vrai que les mouches, si toutes les mouches pouvaient parler, elles nous en diraient des choses. Oui, c'était une sacrée mouche, Serge. Moi, j'ai fait la petite mouche, je suis allée voir de qui était cette citation, finalement, tout homme est une histoire sacrée. Et donc, je te remercie parce que je viens d'apprendre qu'elle est d'un Français qui s'appelle Patrice de la Tour du Pin, qui est un poète français du début du siècle passé, dont je n'avais absolument jamais entendu parler. Merci Véronique. Donc, il dit, tu peux écrire le nom dans le chatroom? Patrice de la Tour du Pin. Et je devrais le connaître parce que j'ai découvert une autre citation de lui qui a été une de mes questions d'examen à l'université et sur lequel on avait dû faire une dissertation et qui dit
Les pays qui n'ont pas de légende sont condamnés à mourir de froid. Voilà. Donc, Steve Paradis est aussi une jolie citation. Voilà. Et alors, moi, j'ai adoré, j'ai jamais pensé à poser cette question formidable, qui est quand même très culturelle. Est-ce que ton problème a des cousins? Ça, c'est formidable. Parce que chez vous, on a toujours des cousins. Chez nous, on n'a pas toujours des cousins. Donc, j'ai adoré que des cousins. Ça, je vais vraiment... Les cousins, on est amis, mais on se chamaille aussi. Donc, des fois, c'est sûr que c'est métaphorique. Voilà. Très, très joli. Voilà, je sais pas si merci énormément pour tout cela. Et puis, ben voilà, si vous avez des questions pour revenir vers Serge, et puis de manière globale aussi, vers Beata et Serge, voilà, c'est ouvert. Nous avons, voilà. On est avec un vrai bout du monde avec eux, c'est extraordinaire. Ouais. Donc, voilà, c'est un honneur de les recevoir et de pouvoir échanger avec eux. Donc, voilà. L'espace est à vous. Moi, je veux bien dire quelque chose. Je voulais remercier Serge, Beata également, pour leur témoignage et pour leur partage. J'ai beaucoup aimé ce que Serge disait à propos du positionnement qu'il adoptait. Effectivement, de mettre la personne qui l'accompagne sur l'avant, de le mettre en avant. Et oui, comme tu disais, de le respecter dans son individualité et de le laisser venir avec son histoire, de ne rien lui imposer et d'être comme ça tout à son écoute et très respectueux en même temps voilà, de quel bagage il vient te voir sans jugement mais de le laisser aussi rentrer dans son histoire à son rythme. Alors, merci pour ce partage, vraiment. Merci. Emma? Alors, moi, je voulais rebondir aussi et je me dis que c'est quand même un sacré clin d'œil qu'on ait aujourd'hui une visite telle que la vôtre, là, de deux personnes qui sont au Rwanda, parce que le thème de notre... ce matin, on a commencé la journée en essayant de définir un thème qui nous réunirait tous, et le thème, c'était semailles et moissons des pratiques narratives aux quatre coins du monde. Et je me dis que là, vraiment, voilà, c'était vraiment en lien avec notre thème. Donc, je trouve que c'est un clin d'œil super. Et puis aussi, vous remercier l'un et l'autre parce que je trouve, des témoignages très, très ancrés, très vivants, très concrets, en même temps qui sont partagés avec une grande simplicité, beaucoup de pudeur aussi, mais en même temps... très dans les narratifs, c'est-à-dire qu'on devine aussi plein de choses derrière ce qui n'est pas dit. Et enfin voilà, moi ça m'a aussi fait voyager là-bas. J'étais au Rwanda avec vous. Ça me donne d'ailleurs envie d'y aller, mais voilà, je trouve que c'était très dans l'esprit des narratives, votre façon de restituer et la façon que vous avez de témoigner, en fait. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ça. Bah, moi, je vais répondre aussi, Serge, parce que je vais rebondir sur ce qu'ont dit mes collègues. J'ai trouvé effectivement que la façon de nous remontrer le décentré et influent que Véronique et Jean-Marc nous apprennent là, dans cette formation, c'était une façon très vivante. Alors, j'ai adoré la citation, hein, « Tout homme est une histoire sacrée ». Je trouve qu'elle est
se le rappeler est un bon moyen de démarrer les narratives. Hein, ça remet tout de suite dans l'exercice. Et puis alors, moi qui ai de nouveau très envie d'écrire depuis qu'on a repris cette formation, j'ai déjà en tête qui pourrait être un livre qui s'appellerait « Je vais vous ennuyer avec la mouche de Serge ». Parce que alors ça m'a ouvert des horizons des horizons d'écriture. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rachel. Et pour honorer votre feedback, je vais dire comment j'ai appris cette idée. Donc, il paraît que ça doit être un auteur danois ou je ne sais pas, norvégien, je ne me rappelle plus. Mais j'ai trouvé ça dans le travail avec les enfants. Quand il y avait cette question que si l'enfant qui nous racontait une histoire et on se mettait dans la peau d'insectes ou d'animaux qui sont courants dans l'environnement des enfants pour demander. Et si on était comme un gecko, vous connaissez les geckos, on a souvent dans nos campagnes, même dans les villes, dans nos maisons, les geckos qui passent, qui vous voient regarder, qui vous voient faire des choses. Et ou si on était un oiseau qui circulait, quand tu jouais à ça, qu'est-ce que l'oiseau aurait vu? Alors, c'est cette métaphore que j'ai utilisée aussi ici. Et donc, merci. Et on voudrait être des mouches de Rachel aussi pour lire le livre. Ou tout au moins le salir avec nos mains et nos doigts en le feuilletant. Moi, je tenais aussi à vous remercier, Serge et Beata. C'est très enrichissant d'entendre vos histoires se coller sur une approche qui est toute nouvelle et ça permet de construire le puzzle pour nous, de bien voir tous ces exercices, toute la posture et tous les exercices que vous nous avez expliqués dans votre pratique au quotidien. Ça permet de rendre les choses et vivantes et très ouvertes. Et oui, le puzzle se complète bien avec vos histoires. Merci pour ça, ça nous aide à construire. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur leur pratique, sur... je ne sais pas. Voilà, en attendant d'autres questions arrivent, j'ai moi une question. Est-ce qu'il y a... Vous avez pensé à une résonance quand il y a un peu qu'on a pu partager, parce qu'on voudrait aussi écouter un peu pour ceux qui veulent. Par exemple, la résonance, l'histoire de Beata ou quelque chose que j'ai partagé qui fait quoi à votre travail, à votre pratique aussi. Ça pourrait nous enrichir aussi. Que quelqu'un veut confier qu'il a pu entendre de ce qui est important pour lui dans qu'il utilise éventuellement. Dans l'histoire que nous a amené Beata, dans le chemin que nous a proposé Serge. Qu'est-ce que vous retenez d'important pour Beata, pour Serge, dans ce qu'ils nous ont confié? Moi, je veux bien essayer, mais ma connexion est très instable. Donc, faites-moi signe. Ça fonctionne bien, Valérie. Faites-moi signe si ça coupe. Je crois que je vais retenir beaucoup la fleur de mémoire, parce que j'accompagne en ce moment une femme qui a perdu sa fille il y a 4 ans maintenant, et c'est absolument insurmontable. Et je n'ai jamais pensé à convoquer sa fille. De temps en temps, on a un peu évoqué les qualités de sa fille, mais rapidement, on glissait vers autre chose parce que c'était une douleur insupportable pour elle et elle préférait switcher sur autre chose. Et là, je vais savoir l'accueillir bien mieux et même rendre de la consistance à sa fille de manière à à faire en sorte qu'elle soit toujours présente et à honorer ce qui s'est passé. Voilà.
Merci. Merci, Beata. Et Serge? Merci beaucoup, Valérie. Merci. Serge enrichit davantage cette rose de mémoire. Il se permet même de mettre des épines. Moi, je n'ai pas encore fait l'exercice avec les épines parce qu'on dit que chaque rose a des épines. Quelquefois, on perd la personne qu'on aime, mais quelquefois aussi, on a des histoires pas très simples et pas très aisées avec la personne défunte. Alors, ces histoires qui vous piquent comme des épines aussi peuvent avoir lieu sur la rose. Et comme ça, on n'a pas le ressenti qui n'est pas exprimé. Voilà. Et donc, ça fait quoi? La multiplicité, on a beaucoup de facettes et pouvoir aussi permettre de narrer même ce qui n'a pas été aussi être honoré d'une certaine façon, surtout quand soit la personne défunte ou la personne partie, parce que ici aussi on l'utilise même pour dans un contexte de séparation subite ou par exemple, comme nous travaillons dans un cadre de prise en charge résidentielle, et donc si un enfant est accueilli chez nous et qui doit rentrer dans sa communauté au bout d'un temps, son éducatrice ou sa parente de substitution, donc il y a cette coupure, et s'ils ne peuvent plus se voir fréquemment, alors ils peuvent aussi honorer, donc il y a les contributions de l'enfant dans la vie de la maman ou du parent, il y a les contributions du parent aussi, mais aussi il y a ces épines, comme on dit. Bon, je ne sais pas si c'est une métaphore. La métaphore est bonne dans toutes les cultures, mais ça a été accepté ici comme pour traduire, effectivement, comme disait Beata, ces choses dans la relation qui n'ont pas toujours été gaies, mais qui aussi trouveraient de place dans l'histoire. Voilà. Et je pense, par exemple, cette histoire de séparation, où, je ne sais pas, la personne défunte, il y a eu beaucoup de conflits, etc. Et on peut aussi... c'est une façon de narrer ça, mais d'une façon qui rend la personne, comme disait Ant Bab en Australie, telling our stories in ways that make us stronger, narrer nos histoires, raconter nos histoires d'une manière qui nous rend plus fortes, même pour ces épines-là. Oui. Merci. Il y aurait un autre retour que vous pourriez faire aussi à Beata et Serge, sur ce que vous avez entendu, pour nourrir la mouche. Ouais, moi, je veux bien. Je retiendrai deux choses. Je retiendrai le 8 heures du matin, parce que j'ai vraiment adoré la métaphore de Julien qui dit, bah voilà, l'objectif, c'était 7 heures du matin, mais là, il est 8 heures du matin. Donc, et toute la progressivité dont tu nous as parlé, Beata, sur l'accompagnement. Donc ça, vraiment, ça m'a marqué. Et puis, Serge, tu as dit, la personne m'apprend aussi sur moi-même. Quand tu t'es re-questionné dans ton rôle de tuteur sur qu'est-ce que je ne vois pas, ou qu'est-ce que... Voilà. Et ça m'a touchée aussi. À la fois la posture d'humilité, de se re-questionner, dire bah, oui, peut-être qu'il y a des choses que je ne vois pas, et comment tu as aussi entendu ça et pris cette opportunité suite à l'échange ou au travail que tu as pu faire avec Prince. Moi, je retiendrai ça. C'est Charlotte. Et moi, merci beaucoup, Beata et puis Serge. Moi, je retiendrai. En fait, j'ai trouvé vraiment, avec Dina Scherer, notre marraine, on parlait aussi de regard Pygmalion. Et j'ai trouvé beaucoup d'amour, mais l'équilibre entre laisser l'autonomie, bien qui va trouver ses solutions, son chemin, sa projection. Et en même temps, j'ai eu l'impression d'un côté enveloppant, un peu comme
dans vos deux récits, comme si on enveloppait un petit oiseau et puis on l'accompagne et puis à un moment donné, hop, il se réenvole. Et notamment, par exemple, Serge, quand tu parlais de l'accueil, moi j'ai noté dans ce que tu nous as partagé les premiers instants. Par exemple, de la personne qui te dit bah, je viens, mais moi je parle pas, et tu lui dis bah si, bah, là tu es en train de me parler, et c'est un autre regard. Et moi, voilà, c'est ça que je retiens aussi, ce lien que du coup vous avez réussi à tisser, et certainement dès les premiers instants. Beata, tu disais aussi ce que tu avais observé, alors t'es bien, mais tout de suite, voilà, ce lien, ça m'a vraiment parlé. Merci beaucoup. Merci Marine, parce que tu me confirmes là dans une idée de ma pratique, parce que je n'ai pas partagé, mais je suis de formation je suis pédagogue. Et des fois, donc, j'ai l'impression aussi qu'il y a vraiment cette enveloppe dans les premiers instants, mais qui peu à peu se dégage pour laisser la place. Alors, je sais que, bon, je l'ai accepté, donc dans la pratique, mais il y a peut-être aussi des narratifs, des praticiens narratifs qui, dès les premiers instants, veulent vraiment complètement laisser la personne, donc l'autonomie dès le départ. Mais moi, je me dis que, voilà, tu me confirmes dans ce que j'ai accepté, parce que des fois, je me demande, est-ce que c'est pas vraiment offrir cette enveloppe? Mais des fois, je trouve aussi une justification dans cet espace, dans le riverbank, dont les personnes ont besoin au début pour se sentir sécurisées avant de voler de leur propre aile. Voilà, mais c'est une idée que je partage avec réserve, parce que je connais la posture des pratiques narratives, mais des fois aussi avec les personnes que je sens qu'il y a ce besoin, mais que du coup, lâcher comme ça, une autonomie qui se recherche petit à petit avant de clore, si je peux dire. On est très sensible avec Véronique à depuis le début, tenter de transmettre de la meilleure façon possible et de multiples façons la posture si particulière de la pratique narrative, à savoir décentrer et influence, ce qui n'est pas toujours évident. Et je trouve que dans les deux illustrations et dans les partages que vous avez faits, c'est une merveilleuse façon, encore une fois, de parler de cette posture-là. Et moi, si je peux vous faire un retour dans ces deux partages que vous nous avez offerts, c'est véritablement, au-delà de la posture, c'est votre formidable capacité à faire confiance aux personnes qui sont en face de vous. Et vous avez une facilité de dire, bah voilà, on y va, je suis là, mais je suis juste la main qui te tient pour que le chemin soit de plus en plus solide. Et ça, j'apprécie vraiment. Voilà, donc je vous remercie pour ça. Dans des situations très dramatiques. Merci. Ouais, des situations très dramatiques où on pourrait se dire, mais est-ce que j'ose y aller? Est-ce qu'il ne faut pas un psychiatre, un psy? Non, pas du tout. C'est justement effectivement ça, c'est l'amour, c'est la confiance qui font que, ben oui, ça se passe, et coloré par qui vous êtes aussi. Et ça, je trouve que Serge, enfin voilà, ça c'est toi aussi. Il n'y a même pas de question à se poser, je trouve. Ça, c'est qui tu es. Et tous les deux, il y a cette intuition et cet instinct qui font que oui, c'est juste. Il y a la théorie, et puis il y a vous, et puis il y a votre expérience, et il y a qui vous êtes. Le mélange est parfait. Oui. Merci Véronique, parce que tu répètes exactement les mots que Cheryl White, l'épouse de Michael White, nous a dit, Beata et moi, que ne changez pas qui vous êtes. Donc, accueillez qui vous êtes, et voilà. Oui. Elle a un petit côté Cheryl White, Véronique. Non, mais c'est vrai. Oui, on peut. Oui, il y a. Mais tu perdrais la puissance, en fait, pour te conformer à un modèle qui n'est pas le tien. Donc, ça n'aurait aucun sens. Oui, merci. Je retiens de votre feedback parce que dans deux phrases, on devine beaucoup de choses dans ce qui n'est pas dit. Donc, ça m'a tellement rejoint parce que
une présentation de 30 minutes ne peut pas illustrer tout ce qu'on fait, toutes les intentions et toutes les pratiques, mais si nous laissons un espace de deviner et ce qu'on n'a pas dit, ça c'est vraiment formidable et ça me tient à cœur. Et puis, il y a l'autre qui a dit le puzzle se complète bien. Alors, il y a ce que Véronique et Jean-Marc ont transmis. Alors, si notre intervention vous a donné l'occasion de compléter le puzzle, alors c'est aussi formidable. Et merci, nous essaierons, nous promettons de rester nous-mêmes. Merci beaucoup. C'est réussi, Beata et Serge. Hein. Votre transmission, je pense qu'elle passe et voilà, et elle est naturelle. Donc, merci. Je vois qu'il reste 3 minutes, donc là, peut-être pour clôturer, de ma part, je dirais que oui, je fais que ce que Beata a dit, mais moi, ce que je trouve vraiment qui m'a beaucoup aidé, c'est que de par votre invitation, j'ai été transporté à donc comme c'est je vois que voilà et donc ça m'a aidé et ça I'm genuine c'est vraiment fort pour moi que oui donc nous avons des opportunités de partager ici, souvent avec beaucoup de praticiens, mais avoir ce regard, c'est quelque chose que par cette invitation. Parce qu'il y avait, je pense que quand on a rencontré Jean-Marc et Véronique, il y avait quelle structure donner à cette conversation, comment. Alors j'avais beaucoup pensé à ça, mais finalement en y pensant, j'ai pensé à ma pratique et ça m'a. Merci pour cette contribution. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est comme disait Beata aussi, c'est ce ripple effect qui, de par votre invitation, de par nous offrir cet espace de rencontrer. Donc, que dans votre laboratoire aussi, il y a cette chimie qui c'est pas un laboratoire, mais voilà, qui a contribué à ce que les ailes de la mouche grandissent. Voilà. Le pont est désormais établi entre le Rwanda, la Belgique, la Suisse, l'île de la Réunion, la France, enfin voilà. Il y a d'autres pays aussi, mais sachez qu'avec le labo et votre école aussi, voilà, le pont est là, que les portes sont ouvertes, que vous êtes plus que les bienvenus et qu'on viendra vous visiter. On n'avait pas eu encore l'occasion, malheureusement, avec cette crise sanitaire, de venir vous voir physiquement, puisque c'était prévu à Kigali l'an dernier, mais on se fait fort de venir vous voir physiquement pour pouvoir, voilà. Peut-être au mois de février. Échanger autrement que dans la fenêtre virtuelle, voilà. Donc, on vous dit de toute façon à très bientôt de mille et une façons. Oui. Espérons à bientôt. Oui. Et vraiment, c'est pour honorer aussi les histoires, parce qu'il y a ce nouveau pont qui s'établit, mais je pense que c'est aussi une autre manière, notre laboratoire, notre école, de réécrire l'histoire entre la France et la Belgique et le Rwanda. Il y a souvent, il y a beaucoup d'histoires. Cette autre histoire, il y a beaucoup d'autres histoires. Oui. Aussi, il y a aussi des histoires de langue, Serge. Il y a aussi des histoires de langue que j'aime beaucoup en cela, parce que nous avons appris cette science, l'approche narrative en anglais. Et c'est une redécouverte de nous-mêmes parce que nous avons appris des choses élémentaires en français et jusqu'en 2010. Alors, l'anglais est tout nouveau ici. Alors, quand nous nous retrouvons dans le français, ça fait chaud au cœur, c'est bon. Alors, oui, ça fait du bien aussi à nous. Merci beaucoup. Et j'ai envie de vous dire, de toute façon, on se reverra parce que Serge, si je me rappelle ce que tu nous avais dit quand on s'est parlé sur le Zoom, tu as eu cette citation formidable et tu as dit « La bonne pluie ne tombe pas qu'une seule fois ». Donc, forcément, on se reverra. C'est joli, ça. C'est joli et il pleut ici. Il est en train de pleuvoir. C'est
Est-ce qu'on peut faire un petit tonnerre d'applaudissements pour Beata et puis pour Serge, s'il vous plaît? Bravo. Bravo. À vous aussi. Merci à vous pour cette belle communauté et à très bientôt. À bientôt. Bientôt. Merci beaucoup, Beata. Merci beaucoup, Serge. Merci beaucoup à vous tous et toutes. Oui. Bien à vous. On va se quitter pour la pause. Et puis, on se retrouve à 17h. C'est bon pour tout le monde? C'est OK? À tout à l'heure. Bye. Bye bye. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci beaucoup, Véronique. Salut Serge, à bientôt. À bientôt. Bye. Bientôt, oui. Salut.